Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Moi, c'est Charline et je suis super heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode consacré à la survie linguistique quand on fait du shopping en France. Ah, tu mets direct l'ambiance. Emmanuel ici, ravi de vous accompagner. Franchement, je me rappelle de mes tout débuts à Paris, même acheter une baguette pouvait me stresser. Alors aujourd'hui, on va rendre tout ça beaucoup plus simple. C'est exactement ça. On va parler des phrases clés qu'on peut utiliser dans les magasins, comment demander son chemin dans une boutique et surtout, on va dédramatiser tout ça avec un peu d'humour. Et je pense qu'on va rigoler un peu avec nos anecdotes aussi. Tu trouves pas? Rien de mieux que de partager les galères pour apprendre ensemble. Prêt à plonger dans l'univers du shopping à la française? Allez, on y va. On démarre avec les situations les plus courantes dans les magasins et je parie que certains vont se reconnaître dans nos histoires. Alors, imagine, tu entres dans un grand supermarché et là, tu cherches désespérément le rayon des biscuits. Comment tu t'y prends, Charline? Ah, le fameux excusez-moi, où se trouve. Cette phrase, je l'ai utilisée des dizaines de fois. Et si on veut être encore plus poli, on peut ajouter, s'il vous plaît, à la fin. C'est toujours apprécié. Ce que je remarque, c'est que les vendeurs sont souvent contents d'aider si on fait l'effort de dire bonjour avant. Genre, bonjour, excusez-moi, où puis-je trouver le riz, s'il vous plaît? Ça change tout, même si on hésite un peu. Tellement vrai. Et puis, même si on ne comprend pas la réponse du premier coup, on peut toujours demander de répéter. Moi, je dis souvent, pardon, vous pouvez répéter plus lentement, et ça détend tout de suite l'atmosphère. Carrément. D'ailleurs, une fois j'ai confondu pain et pain de mie, ça m'a valu un sourire du vendeur, mais au final, c'est comme ça qu'on apprend. En parlant de petites erreurs, tu te souviens de ta première fois à la caisse? Les phrases simples, genre je voudrais ceci, s'il vous plaît, ou combien ça coûte? Ça sauve la vie. Oh, la première fois que j'ai tenté, c'est en promotion. La caissière a souri parce que j'avais prononcé promotion à l'anglaise, mais bon, elle a compris l'intention. Même les erreurs créent du lien. Exactement. Et puis, avez-vous une autre taille? Ou est-ce que je peux essayer? Ce sont des phrases toutes simples qui montrent qu'on fait l'effort. J'adore aussi, je regarde juste, merci. Ça permet de souffler un peu sans pression, surtout dans les petites boutiques où on se sent parfois observé. Oui, et on oublie souvent. Mais un simple merci, bonne journée. À la fin, ça fait toujours plaisir. On sent tout de suite la différence sur le visage du vendeur. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de débutants ont peur de se lancer, alors qu'en France, même si on fait des fautes, les gens sont plutôt compréhensifs. Tu confirmes? Oui, et je trouve même que parfois ça ouvre la conversation. Quand un client cherche ses mots, le vendeur fait souvent des efforts pour aider, parfois avec un sourire. On se sent vite moins seul. Une fois, dans une pharmacie, j'ai mélangé deux mots et la pharmacienne m'a appris la bonne expression, presque comme une prof. C'était gênant sur le moment, mais super utile. J'ai eu la même expérience dans une boulangerie. J'ai dit poulet au lieu de baguette, et maintenant je ne risque plus de confondre. L'important, c'est d'oser. C'est clair. Si on ne tente rien, on n'apprend rien. Je trouve que même les petits succès, comme comprendre la réponse ou acheter ce qu'on voulait, ça motive à continuer. Ça me fait penser, beaucoup de gens veulent pratiquer, mais ne savent pas comment s'y prendre au quotidien. T'as des astuces à partager? J'en ai plein. Déjà, écouter des podcasts comme le nôtre ou regarder la télé française avec les sous-titres, ça aide vraiment à s'habituer aux phrases courantes. Ah oui, oser parler avec les commerçants, même pour échanger juste quelques mots, ça fait progresser plus vite qu'on ne le pense. Parfois, je m'entraîne en répétant les phrases devant le miroir. Bonne idée. Et tu sais, il existe aussi des applis pour s'entraîner à la prononciation ou des groupes de conversation dans certaines villes. C'est motivant d'apprendre à plusieurs. L'important, c'est de ne pas se décourager, même si on se sent maladroit au début. Chaque petit pas compte. D'ailleurs, si vous avez des astuces, partagez-les avec nous sur les réseaux. Avant de se quitter, j'ai envie de redire que s'initier au français dans les magasins, c'est loin d'être mission impossible. En osant et avec quelques phrases simples, tout devient plus accessible. Et puis, chaque échange dans une boutique, c'est une nouvelle occasion de progresser et de se sentir plus à l'aise. L'important, c'est d'y aller étape par étape et de garder le sourire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de French Podcast. On espère que vous vous sentez armés pour votre prochaine session shopping en français. On se retrouve très vite pour d'autres astuces et de nouvelles aventures linguistiques. Prenez soin de vous et osez parler français, même juste un peu chaque jour. À très bientôt. Écoute la deuxième partie de Podcast français. On se retrouve enfin pour la suite du French Podcast. J'avoue, j'ai eu hâte
Emmanuel, la dernière fois, on s'est quitté sur ces petites galères en magasin. Tu te souviens? Impossible d'oublier. J'ai d'ailleurs repensé à toutes ces fois où je suis resté bloqué devant un rayon sans oser demander de l'aide. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le concret. Comment demander son chemin dans un magasin et les phrases faciles à connaître. Prêt? Carrément. Et pour ceux qui nous rejoignent, on parle toujours en français simple, histoire de rester accessible, surtout aux débutants. Tu sais, c'est ce que j'adore dans ce podcast. C'est comme une sorte de mini-coaching, mais sans la pression. Bon, on commence? La première chose qui me vient toujours en tête, c'est ce sentiment d'être un peu perdu. Genre, tu entres dans un grand supermarché et tu sais pas du tout où aller. C'est tellement fréquent. Ce que je conseille, c'est d'observer les panneaux, mais franchement, parfois c'est pas clair. Du coup, il vaut mieux demander dès le début. Oui, et le plus dur, c'est souvent d'oser. Mais avec 2 ou 3 phrases toutes faites, ça devient presque un jeu. Tiens, Emmanuel, toi, tu commences comment? Souvent, je tente un excusez-moi, où puis-je trouver? Ou alors un bonjour, je cherche le rayon des fruits. Ça marche à tous les coups, même si on est timide. Ce qui est cool, c'est que les vendeurs sont habitués, ils répondent vite, même si tu es hésitant. Et puis, on va voir d'autres exemples juste après, histoire de bien s'entraîner. Alors là, je sens que beaucoup vont vouloir prendre des notes. Quelles sont, selon toi, les phrases les plus utiles dans un magasin, Emmanuel? À chaque fois, je trouve que où se trouve est vraiment universel. Tu peux remplacer la fin selon ce que tu veux, genre le pain, les cahiers ou même la caisse. J'aime bien aussi, est-ce que vous pouvez m'indiquer? Ça fait un peu plus poli, mais c'est pas trop compliqué à retenir. Exactement. Et on peut varier avec je cherche ou pouvez-vous me montrer où est. Le truc, c'est d'oser les utiliser même si on hésite sur la prononciation. Et pour ceux qui comprennent pas la réponse, pas de panique. Vous pouvez toujours demander. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Moi, ça m'a sauvé plus d'une fois. Parfois, le vrai défi, c'est de suivre les indications. Genre, le vendeur dit au fond à gauche, près des produits frais. Et là, c'est le flou total. Oh là là, je me suis déjà retrouvé à tourner en rond pendant 10 minutes. Ce que je fais maintenant, c'est repérer un mot-clé, genre gauche ou droite, et demander confirmation si je doute. Super astuce. Et si on n'a rien compris, on peut même demander à la personne de montrer du doigt ou d'accompagner. Les Français sont souvent prêts à aider, surtout si on essaie de parler leur langue. C'est vrai, et parfois, ils vont même jusqu'à t'emmener directement au rayon. Euh, c'est le genre de petites interactions qui rendent un voyage ou une session shopping beaucoup plus sympa. En plus, même si on fait des erreurs en français, l'important, c'est de tenter le coup. Ça détend tout le monde et on progresse à chaque essai. Tout ça me fait penser. Faire ces cours, c'est vraiment une super excuse pour pratiquer le français. T'as des idées pour s'entraîner, Emmanuel? Ah oui, plein. Par exemple, avant d'entrer dans le magasin, je me prépare une liste de phrases à tester. Et parfois, je fais exprès de demander une info, même si je connais déjà la réponse, juste pour pratiquer. Génial! Et pour ceux qui sont un peu stressés, on peut commencer par écouter des podcasts comme le nôtre ou regarder des vidéos où les gens font leurs courses en français. Ça aide tellement à se familiariser avec l'accent, les expressions du quotidien et même les petites blagues qu'on entend parfois en caisse. Et puis chaque tentative, même imparfaite, rend la suivante plus facile. Après tout, personne ne juge, les erreurs font partie de l'apprentissage. On arrive déjà à la fin de cette deuxième partie, mais j'ai l'impression qu'on a partagé plein de clés pour se débrouiller en magasin. Tout à fait. Si vous retenez que quelques phrases, genre où se trouve, vous êtes déjà sur la bonne voie. Et surtout, il ne faut pas hésiter à essayer, même si tout n'est pas parfait. Ça me donne envie d'aller faire les courses, rien que pour pratiquer un peu. On espère que ce podcast vous aura aussi donné confiance pour tester ces phrases dans la vraie vie. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux thèmes. En attendant, continuez d'écouter, de parler, de vous amuser avec le français. Merci à tous de nous avoir suivis sur le French Podcast. À très bientôt et bonne chance pour vos prochaines aventures en magasin ou ailleurs. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bon, imaginez un peu la scène. On est un samedi après-midi dans un de ces immenses supermarchés français. Ah oui, je vois très bien. Le chaos. C'est ça, le chaos, les néons au plafond, le brouhaha constant, le bip-bip des caisses, les annonces au micro, bref, une vraie surcharge sensorielle. Et là, au milieu de tout ça, on cherche un truc tout bête. Des piles. Des piles, par exemple. Des piles peut la télécommande. Et on arpente des allées qui semblent infinies.
On passe des yaourts au bricolage. Et ce sentiment de désorientation s'installe. Sauf qu'ici, il est amplifié par la langue. On se sent un peu perdu, quoi. Un peu intimidé. C'est une expérience quasi universelle pour quiconque a voyagé, ça. Le supermarché, un lieu si banal chez soi, devient soudain une véritable expédition en territoire inconnu. C'est presque anthropologique. Carrément. Et c'est justement pour ça que la source sur laquelle on se penche aujourd'hui est si intéressante. C'est un guide qui s'appelle French Shopping Survival, Phrases for Beginners. D'accord. Mais on ne va pas juste le survoler. Pour notre analyse, on va vraiment zoomer sur une seule section, toute petite mais cruciale. Demandez votre chemin dans un magasin. L'idée, c'est de décortiquer la stratégie que ce guide propose. Parce qu'au-delà des phrases, il y a tout un script social, un code en fait. Pour survivre. Pour survivre et même réussir cette interaction. Il ne s'agit pas de devenir bilingue, mais de maîtriser un rituel bien précis. Et ça, c'est un point de départ absolument génial pour un débutant. Il faut vraiment comprendre pourquoi cette micro-situation est si parfaite pour commencer. Ah oui, C'est une interaction à faible enjeu. L'objectif est limpide. Trouver un produit. Le résultat est immédiat. On vous aide ou pas. C'est binaire. Il n'y a pas de conversation philosophique à soutenir. C'est de la survie linguistique pure. Mais surtout, chaque petite réussite comme ça, c'est une injection massive de confiance. C'est la preuve qu'on peut se débrouiller. d'accord alors. Mettons-nous en situation. J'ai repéré une employée qui remplit un rayon, je suis à 10 mètres, mon cœur bat un peu. Par où est-ce qu'un guide comme ça nous dirait de commencer? C'est quoi la toute première étape pour pas faire d'impair? C'est la question fondamentale. Et la réponse, c'est probablement le plus grand enseignement culturel que le guide puisse offrir. Ce qui est fascinant ici, c'est pas juste d'apprendre un mot, c'est de comprendre une règle sociale implicite. Le guide commencerait par le mot le plus important. Bonjour. Bon, ça paraît évident, non? C'est le b.a.-ba de la politesse. Justement. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas que de la politesse, c'est plus profond. Dans beaucoup de cultures, on peut être très direct. Excuse me, where are the batteries? Oui, c'est vrai. En France, commencer comme ça, c'est perçu comme incroyablement brusque. Presque une agression. Le bonjour, ce n'est pas une simple salutation. C'est une demande formelle de permission. La permission d'entrer dans l'espace de quelqu'un. Ah, c'est fou. Ça dit « je vous vois, je vous respecte et je demande la permission de vous interrompre ». Oublier ce mot, c'est comme entrer dans une maison sans frapper. C'est quasiment un acte rituel, en fait. On demande l'autorisation d'interagir. Ça change tout. Exactement. Le guide insisterait là-dessus. Et il ajouterait sûrement une deuxième couche. « Excusez-moi de vous déranger ». Encore une fois, ce n'est pas une véritable excuse. C'est la reconnaissance qu'on interrompt l'autre. On montre qu'on est conscient du dérangement. Voilà. L'ensemble, bonjour, excusez-moi de vous déranger, ça crée un cadre de respect. L'interlocuteur est tout de suite plus réceptif. On ne s'impose pas, on sollicite. C'est une différence fondamentale. D'accord, donc la porte est ouverte, on a utilisé la bonne clé, mais maintenant, le moment critique. Formuler la demande. La peur, c'est de bafouiller, de pas trouver ses mots. Est-ce qu'un guide comme celui-ci nous donnerait une seule phrase magique ou plutôt une boîte à outils? Une boîte à outils sans aucun doute. L'idée, c'est de donner des structures qui sont polyvalentes. On ne peut pas apprendre une phrase pour chaque objet du magasin, ce serait absurde. La pédagogie de la survie, c'est de donner des modèles, des patrons. Et quels seraient ces modèles alors? Les plus efficaces et les plus simples? Le guide proposerait certainement 2 structures principales. La première, très directe, je cherche, suivi du nom de l'objet. Je cherche les piles. Simple, basique, clair. D'accord. L'autre option, un peu plus formelle, où puis-je trouver le café s'il vous plaît. Le truc crucial à comprendre avec ces 2 phrases, c'est qu'elles fonctionnent comme des blocs de construction, des Lego linguistiques. Lego linguistique, j'aime bien l'image. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'un apprenant n'a pas besoin de maîtriser toute la grammaire. Le cerveau, il a déjà assez à faire avec le stress, avec la recherche du vocabulaire. Donc, le guide lui offre une structure prémâchée, un bloc solide. Je cherche. La seule charge mentale qui reste, c'est de trouver le mot manquant. Le sucre, la farine, le dentifrice. On externalise la complexité grammaticale. C'est ça. On donne un outil adaptable et hyper puissant. On passe de la simple mémorisation, comme un perroquet, à une application pratique de la langue. C'est un pas de géant pour l'autonomie.
C'est un hack mental, en fait. Le guide nous donne un template pour que le cerveau puisse se concentrer sur la seule variable, le nom du produit. C'est très malin. Bon, on a réussi à aborder poliment, on a posé notre question super clairement, et là, c'est souvent le drame. Ah oui, L'employé, très serviable, répond à 200 à l'heure avec un accent local. C'est le moment de panique absolue. Comment un guide peut nous préparer à ça? c'est le plus grand défi de l'interaction, bien sûr. On passe de la production orale, qu'on peut répéter dans sa tête, Oui, on la prépare? à la compréhension auditive, qui est totalement imprévisible. Un bon guide ne peut pas prévoir la réponse, mais il peut donner les outils pour la décoder. La première chose, ce serait de fournir une liste ciblée de vocabulaire directionnel, les mots-clés à pêcher dans le flot de paroles. Le b.a.-ba de l'orientation. Exactement. Les 3 fondamentaux, à droite, à gauche, tout droit. Puis des indications plus précises comme au fond du magasin, au bout de l'allée. Et une structure essentielle, à côté d'eux ou en face d'eux. D'accord. L'employé peut dire une phrase trémande, mais si on arrive à capter à côté de la boulangerie, on a l'info cruciale. L'objectif n'est pas de tout comprendre, mais de repérer ces îlots de sens. Ça me rappelle ma première fois à Paris, où j'ai demandé mon chemin dans le métro. La personne m'a répondu à une vitesse folle avec plein de gestes. J'ai tout fait sauf écouter, j'ai juste regardé ses mains. J'ai souri bêtement, j'ai dit « merci » et je suis parti dans la direction opposée. J'ai perdu 10 minutes. C'est une expérience tellement commune. Et c'est exactement pour éviter ça que le guide doit fournir ce que j'appelle des phrases de contrôle. Des phrases de secours. Des phrases de secours, oui. Le débutant ne doit pas être une victime passive de la conversation. Il doit avoir des outils pour en reprendre la maîtrise. Et ces outils seraient? Des phrases très simples. Si la réponse est un torrent, la première phrase de secours, c'est « Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» C'est poli, direct, et ça donne au cerveau une deuxième chance. Si le problème, c'est la vitesse, une autre phrase encore plus efficace, « Un peu plus lentement, s'il vous plaît. » Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué? En demandant de ralentir, on admet sa faiblesse, on montre qu'on ne pige rien, non? C'est une crainte légitime. Ça ne risque pas de provoquer de l'impatience. On a peur de déranger, après tout. On pourrait le penser, mais dans 99% des cas, c'est le contraire qui se produit. Demander poliment de ralentir, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signe d'engagement. Ça montre qu'on fait un réel effort. Qu'on n'est pas juste en train de hocher la tête pour s'enfuir. Précisément, la plupart des gens, face à ça, vont réagir avec empathie. Ils vont non seulement ralentir, mais aussi simplifier leurs phrases, utiliser des gestes. Ces phrases de secours transforment une défaite potentielle en une clarification. Elles permettent de reprendre le contrôle du rythme. Ce ne sont pas des bouettes sauvages, ce sont des gouvernails. J'aime cette idée de gouvernail. On est plus passif, on copilote la conversation. D'accord. Donc, on a eu l'info, on a peut-être même dû demander de répéter, mais ça y est, on sait que les piles sont tout droit au fond du magasin, à gauche. Mission presque accomplie. On ne peut pas juste tourner les talons et partir en courant. Même si c'est tentant. Même si c'est très tentant. Comment le guide nous conseillerait de terminer proprement? C'est le 4e acte et il est tout aussi crucial que le premier. La conclusion. Dans l'étiquette sociale française, c'est fondamental. Si le bonjour a ouvert une parenthèse, il faut la refermer correctement. D'accord. Partir sans un mot serait aussi impoli que de commencer sans saluer. Donc, les formules de clôture indispensables. Merci beaucoup, évidemment. Oui, c'est la base. Peut-être avec une petite variante comme « c'est très gentil, merci » pour ajouter une touche de chaleur. Et ensuite, pour prendre congé, « bonne journée », c'est parfait. Ou un simple mais efficace « au revoir ». Et ça a un double effet, j'imagine. Absolument. Pour l'employé, ça laisse une impression positive, mais plus important encore, pour la personne qui apprend, ça ancre le succès de l'interaction. C'est-à-dire? Terminer sur une note positive et maîtrisée, avec un merci bonne journée confiant, c'est la confirmation psychologique d'un échange réussi, du début à la fin. Même si ça n'a duré que 30 secondes, le fait de l'avoir mené à bien, de l'ouverture à la fermeture, ça renforce la confiance pour la prochaine fois. C'est comme atterrir un avion en douceur. C'est une excellente image. L'atterrissage compte autant que le décollage pour le sentiment d'accomplissement. Si le bonjour ouvre le contrat social, le merci bonne journée le clôture. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie? En rassemblant les pièces, on se rend compte que ce que proposerait ce guide n'est pas juste une liste de vocabulaire. C'est un véritable algorithme social. Oui, Un script en 4 actes. Acte 1, l'approche rituelle. Acte 2,
La question claire avec les Lego. Acte 3, l'écoute et la reprise de contrôle. Et acte 4, la conclusion respectueuse. C'est une excellente façon de le formuler. C'est une chorégraphie? C'est une stratégie complète pour transformer une situation d'anxiété en un succès gérable. L'apprentissage d'une langue de survie, finalement, ce n'est pas de tout savoir, mais de maîtriser ces petits scénarios, ces algorithmes répétables. Tout à fait. Et ça nous amène à une pensée finale, une ouverture. Une fois que ce script pour trouver un produit est maîtrisé, il devient un modèle pour déconstruire d'autres situations. On peut appliquer cette même méthode à d'innombrables autres interactions. Le principe reste le même. Comme commander un café, par exemple? Précisément. Pensez-y. Acte 1, l'approche. Bonjour. Acte 2, la commande, le logo. Je voudrais un café, s'il vous plaît. D'accord. Acte 3, la clarification. L'employé demande, sur place ou à emporter, et on doit comprendre et répondre. Acte 4, le paiement et la conclusion. Merci, bonne journée. C'est le même schéma. Acheter un billet de train, réserver une table au restaurant. Demander son chemin dans la rue. C'est la même structure en 4 actes qui revient tout le temps. Exactement. Le principe est identique. Il s'agit de décomposer une interaction intimidante en étapes logiques et d'apprendre les quelques phrases essentielles pour naviguer chaque étape. Cette approche transforme le défi immense d'apprendre une langue en une série de petites victoires, des victoires concrètes et accessibles. On ne gravit pas la montagne en un seul bond. Voilà. On construit un escalier marche par marche. Et maîtriser l'art de trouver des piles dans un hypermarché, ce n'est pas juste trouver des piles, c'est construire cette toute première marche. Une marche solide, fonctionnelle et incroyablement gratifiante.